Quatrième jour de la semaine et nous sommes jeudi 8 février 2024. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT de multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la quatrième et avant-dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Juge Bernard Bougma, bonjour. Oui, bonjour Président, bonjour Juge Vahar, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette quatrième audience, le tribunal de l'actualité auditionne le professeur Abdoulaye Soma. Il est constitutionnaliste et avec lui, il sera question à cette audience de la sortie de la CEDEAO par les pays de l'Alliance des États du Sahel ainsi que la situation au Sénégal. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité, professeur. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette quatrième audience du tribunal de l'actualité avec des avant-propos. Juge Geoffroy Vahar, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Ce qui retient mon attention, c'est une étude qui a été menée par l'INSS et l'ISPP. INSS entendant Institut des sciences des sociétés et ISPP, Institut des sciences de la population. Et c'était d'avoir un regard croisé sur les transformations des liens familiaux en Afrique. Et il y a deux éléments concrets sur lesquels ils se sont appesantis. C'est la question du célibat tardif des femmes dans la ville de Ouagadougou et puis la question de l'absence d'enfants auprès des hommes et des femmes dans la ville de Ouagadougou. Moi, c'est le premier sujet qui m'a un peu intrigué parce que je me posais la question, qu'est-ce qu'il trouverait dedans? Et des résultats qui ont été partagés, c'est que quand on prend la ville de Ouagadougou relativement aux autres capitales, le célibat tardif, c'est pas un élément majeur. Voilà, on est dans des proportions moindres que dans les autres capitales, mais il y a une augmentation et on est passé de 1% à 1,9% parmi les femmes âgées de 30 à 49 ans entre 1992 et je pense 2021. Et selon les explications qui sont données par l'étude, on se rend compte que il y a des précisions internes qui sont assez intéressantes. C'est que 56% de ces femmes sont chrétiennes, 65,1% sont actives et ont eu des rapports prénuptiales, et plus de 4 sur 10 ont eu une maternité prénuptiale. Et la conclusion à la fin, c'est-à-dire que l'analyse explicative, elle montre que le célibat tardif des femmes de 30 à 49 ans est fortement associé au niveau d'instruction élevé, de vie aisée, ainsi qu'à une sexualité et une maternité prénuptiale. Maintenant, c'est des éléments qui aident pour les politiques afin de répondre évidemment à leurs préoccupations. Donc, il y a un peu le portrait robot du célibat tardif dans une ville comme Ouagadougou. Donc, les grands caractères, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le niveau d'instruction élevé, la vie aisée, une sexualité, une maternité prénuptiale. Maintenant, ceux qui sont intéressés à la question pourraient y répondre, ou bien ceux qui ont le portrait robot qui ne veulent pas terminer dedans sauront. Merci, juge Geoffroy, pour cet avant-propos. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres d'hier qui dit que, donc au titre du ministère excusez-moi, de l'économie, le 5e rapport qui est relatif au décret portant renouvellement du fonds de soutien patriotique. On dit que le décret a été renouvelé parce que ça a été pris le 23 janvier 2023, donc ça a été renouvelé, donc le fonds de soutien patriotique. Mais ce qui retient mon attention, c'est qu'à la date du 31 décembre 2023, donc entre la prise du décret intervenue le 23 janvier et au 31 décembre, l'État, à travers le fonds de soutien patriotique, a mobilisé 99 milliards 039 millions et puis bon voilà, j'ai pas les deux. Donc c'est presque 100 milliards de mobilisés par l'État burkinabé. Ces ressources ont permis de prendre en charge les dépenses sociales des VDP et d'assurer leur dotation en équipement individuel et collectif et l'acquisition de carburant. Donc, et en même temps, le décret de 2023 a été renouvelé pour le fonds de soutien patriotique. Quand on regarde le montant mobilisé, la somme est énorme, 99 milliards.
Et donc, effectivement, des nouvelles niches ont été trouvées, mais c'est le Burkinabé également qui a serré la ceinture, qui a saigné pour que cela puisse effectivement puisse mobiliser une telle cagnotte. Maintenant, c'est la gestion qui est demandée. Donc ça va demander suffisamment de transparence, de redevabilité, parce que s'il y a une gestion non transparente et que surtout il y a des détournements dans cette affaire, ça peut jouer sur l'engouement. L'année dernière, à pareil moment, vous arrivez au niveau des hôtels de finances, les gens étaient alignés pour payer la taxe de résidence, pour payer les taxes sur les véhicules à moteur. Cette année, on en parle moins. En tout cas, pour 2024, ce n'est pas l'engouement du premier trimestre de l'année dernière pour payer ces taxes-là qui avaient été demandées au soutien, comme on appelle ça, au Burkinabé. Après aussi, il y a d'autres produits qui ont été taxés ou augmentés comme les boissons et tout. Peut-être que ces niches ont permis d'avoir qu'on n'ait plus besoin de mettre suffisamment de moyens de la communication pour stimuler les Burkinabés, encourager les Burkinabés à aller payer ces taxes-là. Mais l'année dernière, c'est la remarque que j'ai faite. Les services d'impôt, en tout cas, avaient mis la barre pour mobiliser à ce niveau-là. Donc ça va demander, en tout cas, un bilan exhaustif de la transparence pour que les Burkinabés sachent également où va exactement l'argent. Surtout qu'il y a des officiers qui sont déjà sanctionnés pour avoir détourné l'argent qui était destiné au VDP. Et c'est sûr que ces gens-là ne sont pas les seuls. Et ça part des choses qui peuvent être encouragées. Mais maintenant, comme il y a des sanctions qui commencent à tomber, je pense que ça doit avoir un effet dissuasif pour les brebis galeuses et d'encouragement pour ceux qui réellement veulent contribuer. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci à vous, messieurs les juges, pour ces avant-propos. C'est connu de tous. C'est aujourd'hui une situation de non-retour. Dixit, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont claqué la porte de la CEDEAO. Quelles sont les implications et quelle analyse de la situation au Sénégal? On en parle à cette 4e audience du tribunal de l'actualité avec un éminent constitutionnaliste, en l'occurrence le professeur Abdoulaye Soma. Question de généralité, professeur. On se souvient que vous avez animé un panel avec d'autres acteurs. Avant de vous laisser la parole, je me souviens bien que le professeur Loada avait dit laisser la parole au pape de la Constitution. Pendant que vous vous exprimez, vous avez laissé paraître un problème de légitimité que connaissait cette révision du projet de la Constitution. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Quel est ce problème de légitimité? En réalité, je pense qu'il faut que je revienne sur les propos qui étaient à l'honneur, tenus par le professeur Loada. Je pense que c'est dans une boutade comme ça qui lui est propre, il a dit qu'il passait la parole au pape du droit constitutionnel. Elle a dit pape. Et j'ai pris ça comme un hommage. Et j'ai dit plutôt que l'hommage devait être rendu à lui pour sa contribution à la formation des jeunes générations de constitutionnalistes pendant qu'il était en fonction dans notre université publique, Thomas Sankara. Donc je lui réitère cet hommage vibrant ici, cette reconnaissance, parce que je suis passé aussi par les classes qu'il a tenues. Et effectivement, après la révision constitutionnelle du 30 décembre 2023, la société burkinabé de droit constitutionnel que j'avais fondée mais que je ne dirige plus, puisque je suis entre-temps, comme c'est une association et puis je suis dans les activités politiques, c'est incompatible, donc qui est présidé par un brillant agrégé, le docteur Marcel Zongo, a organisé un débat, une conférence sur cette révision constitutionnelle avec plusieurs thématiques. Moi, je devais traiter de la thématique de la légitimité de la révision de la Constitution. Et à cette occasion, j'ai conclu en fait que le débat qui se posait et la question qui se posait, c'était de savoir si les institutions actuelles de la transition ont la légitimité pour opérer une révision de la Constitution. Sincèrement, d'un point de vue technique, je suis parvenu à la réponse que oui. Pourquoi? En tout cas, moi j'ai parlé du point de vue de la légalité. Est-ce que le chef de l'État actuel a, du point de vue juridique, les pouvoirs
pour piloter une révision de la Constitution et l'Assemblée législative, la transition, d'opérer la révision et éventuellement le Conseil contrôlé. Et je suis parvenu à cette conclusion que du point de vue juridique, les institutions actuelles pouvaient, parce que dans notre Constitution, il est dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient au président du Faso et puis aux députés. Donc, en l'occurrence, c'est le chef de l'État, président de la transition, qui avait pris l'initiative. Et quand on regarde la charte de la transition, la charte dit que le président de la transition assume les fonctions de président de Faso. Donc, par cette combinaison, on peut dire que le capitaine Ibrahim Traoré, qui est actuellement chef de l'État, président de la transition, peut exercer les pouvoirs de président du Faso, comportant notamment le pouvoir d'initier une révision de la Constitution. Et du point de vue du Parlement également, il est clair que le Parlement actuel n'est pas le Parlement tel que décrit dans la Constitution avec le mode de désignation des députés par élection, mais la charte de la transition qui est applicable aujourd'hui en droit constitutionnel burkinabé prévoit que l'Assemblée législative de transition exerce les fonctions de l'Assemblée nationale telle que prévue dans la Constitution, puisque les deux actes ont été activés. Donc, du point de vue du droit qui est applicable, cette Assemblée législative de transition peut également, au titre de l'article 164 de la Constitution, adopter une révision de la Constitution. Donc, je n'ai pas trouvé un problème de légalité. On peut encore discuter de la légitimité, mais du point de vue juridique, je n'ai pas trouvé un problème de légalité. Là où j'ai trouvé un problème, c'était au niveau du contrôle. Parce que lorsqu'on devait voter la révision de la Constitution, de mon point de vue, l'Assemblée législative de transition n'a pas suivi toute la procédure de révision de la Constitution. La procédure de révision de la Constitution qui est décrite aux articles 161 à 164 de la Constitution fait qu'on a trois phases. Il y a l'initiative qui était parfaitement activée par le chef de l'État. Il y a la prise en considération qui est précisée à l'article 163. Et cette prise en considération, c'est un vote sur le principe même de la révisabilité de la Constitution. Et c'est lors de ce vote qu'on devait faire le débat sur l'article 165 pour voir est-ce que le contexte même permet de réviser la Constitution. Donc les députés devaient voter une première fois pour répondre à la question de principe. C'est ce qu'on appelle la prise en considération. Et avant de voter une deuxième fois, si on considère que le principe est acquis, pour adopter le texte. Alors il n'y a pas eu ce vote de principe et j'ai pensé que au niveau du Conseil constitutionnel, on devait observer cela et faire en sorte que le texte soit ajusté comme le Conseil constitutionnel l'avait fait dans sa décision du 26 mars 2012 en retoquant une révision de la Constitution mais en indiquant comment il faut corriger. Alors j'ai vu que le Conseil constitutionnel n'a pas eu cette diligence. Eh bien, il a décidé que la révision de la Constitution était conforme et la loi constitutionnelle est entrée en vigueur. Mais j'ai interpellé entre-temps en disant au Conseil constitutionnel d'être plus rigoureux dans le contrôle des révisions constitutionnelles, aussi bien dans la forme que dans le fond. Parce que quand lui il valide quelque chose, eh bien ça rentre dans le droit positif burkinabé. Et s'il y a beaucoup d'erreurs à son niveau, ça devient un peu compliqué en termes de qualité du droit et de qualité de la vie juridique au Burkina Faso. Voilà. Monsieur le juge, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Oui, pourtant effectivement sur les questions de légalité, il y en a qui disent que ce n'est pas possible également sur la base de l'article 165. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? En fait, c'est ce que j'ai dit, puisque c'est à l'occasion du vote sur le principe que les députés doivent se prononcer sur le principe même. Oui. Okay. Quand on prend l'article 163, il dit, après l'initiative, on doit voter la prise en considération ou l'appréciation. Donc l'Assemblée doit se prononcer, est-ce qu'on prend même en considération le projet de loi? Et c'est à cette occasion-là qu'on pose les questions juridiques. Est-ce que dans le cadre de l'article 165, où on dit que certaines choses ne sont pas modifiables, ou que la Constitution n'est pas modifiable à certaines périodes, est-ce que toutes ces conditions sont remplies? Donc c'était l'occasion de poser ces questions et que au niveau des députés, le débat soit fait et qu'on réponde. Mais en fait, l'Assemblée a sauté cette phase. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas eu à débattre de cela. Mais j'ai dit qu'au niveau du Conseil constitutionnel, la question aurait dû se poser parce que le Conseil constitutionnel est l'organe qui est chargé de veiller à ce que la révision constitutionnelle respecte
la procédure qui est édictée dans la Constitution. Il n'a pas pris du moins les phases point par point pour vérifier. Il a statué globalement pour dire que pour lui tout est normal. Alors qu'il aurait dû voir est-ce que l'initiative est correcte. Donc la réponse de voir si le chef de l'État, président de la transition, peut. Il allait répondre. Est-ce que la prise en considération est régulière? Là, il allait devoir répondre à toutes ces questions de principe. Et est-ce que l'adoption est régulière? Il allait vérifier la majorité d'adoption et livrer sa conclusion. Mais en ayant statué en gros, il n'est pas rentré dans ces détails. Et je trouve qu'il y a un manque à gagner en termes de qualité de délibération du Conseil constitutionnel. Une question de généralité, juge Favara. Bon, donc on reste dans le même sujet. C'est vrai qu'on est sur la question de la légalité de la révision. Au départ, il y en a qui pensaient que on aurait peut-être une nouvelle même constitution. Après, on est venu à des révisions avec des points qui nous ont été partagés. Puis après, on a vu que ça a été adopté. Vous êtes constitutionnaliste. On a un objectif que ça change fondamentalement. C'est une structuration de notre vie de la nation. C'est un peu, pour moi, l'objectif. Lorsqu'on change, on apporte des nouveaux points à la Constitution, mais on en change. Est-ce que pour vous, les changements là sont majeurs et sont de nature à vraiment impacter dans le sens qu'on veut? Alors, je pense que le titre même du projet de loi est indicatif. On parle de révision de la Constitution. Dans la charte de la transition, une des missions de la transition est d'opérer une refondation de l'État. Et la refondation de l'État implique l'adoption d'une nouvelle constitution. Donc, vraiment, en tant que d'abord patriote, citoyen burkinabé et constitutionnaliste, donc technique dans ce domaine, je pense qu'on n'est pas en retard. En tout cas, tout n'est pas perdu dans l'accomplissement de cet objectif de la transition qui est d'adopter une nouvelle constitution. Et au fond de moi, j'espère qu'on adoptera une nouvelle constitution. Parce que j'ai suffisamment indiqué que plusieurs points de la constitution actuelle ne correspondent plus au cadrage que le Burkina Faso doit avoir pour engager les nouvelles dynamiques qui sont les siennes. Donc je suis partisan de l'élaboration d'une nouvelle constitution et comme on l'a entendu dire parfois par les autorités, une constitution qui soit inspirée de nos ressources endogènes, de nos traditions, de nos civilisations. Pourquoi pas? Mais qu'on commence à y délibérer. Si on finit cette transition sans avoir refondé l'État, je pense que vraiment c'est quelque chose qu'on aura perdu. Et donc j'espère qu'il y aura une initiative vraiment de refondation de l'État. Et pour moi, la refondation de l'État commence nécessairement par une refondation de la Constitution, c'est-à-dire l'écriture d'une nouvelle Constitution. Mais qu'est-ce qui pose problème? Parce qu'on a l'impression qu'on est encore dans la pusillanimité des changements qu'on est en train de faire. Parce que ce n'est pas majeur. Alors qu'on entend toujours dans le discours qu'on veut apporter des changements majeurs, restructurer, refonder. C'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à traduire en texte ce qu'on a, ou bien c'est que c'est le courage là qui manque pour les gros changements? En tout cas, je ne pense pas qu'on soit en présence d'un manque de ressources techniques. Franchement, au Burkina Faso, on a suffisamment de ressources techniques en matière juridique, en matière politique, en matière constitutionnelle pour élaborer une constitution suivant des termes de référence disant de faire une constitution conforme à nos réalités endogènes. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, l'initiative de cette refondation constitutionnelle, évidemment, revient au chef de l'État, au président de la République. Le jour où lui dira que maintenant on va aller à l'élaboration d'une nouvelle constitution et voilà la vision qu'il faut faire porter par cette constitution, c'est-à-dire des sortes de termes de référence, il mettra en place son équipe technique et l'équipe technique va traduire en termes techniques constitutionnels les volontés politiques et sociologiques qu'il aura exprimées. Donc, mais tout doit démarrer par lui, son initiative. À ce niveau, je pense que lorsque le Premier ministre était à l'Assemblée, lorsqu'on lui a demandé est-ce que cette révision constitutionnelle signifie refondation, je pense avoir compris qu'il a laissé entendre qu'il n'est pas exclu qu'on adopte une nouvelle constitution. Et moi, je reste accroché à l'idée que dans la charte de la transition, comme on a parlé de refondation, la refondation implique l'adoption d'une nouvelle constitution. Et si la transition veut en faire un objectif vraiment de premier ordre, comme c'est mis dans la charte de la transition, ce serait bien d'engager ce chantier d'écriture de la nouvelle constitution. D'accord. Pour cette dernière question de généralité, rapidement, quel est votre point de vue par rapport à l'état des libertés au Burkina aujourd'hui? On a vu beaucoup de craintes ces derniers mois liées à des méthodes d'interpellation et il a parfois été question même d'enlèvement.
Oui, c'est vrai que les termes ont un sens en droit, l'enlèvement, l'arrestation, la perquisition, etc., pénétration par effraction dans le domicile de quelqu'un, il y a des significations techniques. Évidemment, lorsque nous sommes dans une république comme on y est actuellement, quelle que soit la période, il y a un code pénal qui cite un certain nombre d'infractions. Notamment ici, on a l'infraction, on peut avoir les infractions d'atteinte à la sûreté de l'État pour ceux qu'on soupçonne d'avoir tenté des choses. Donc, quand on a ce type de soupçon, on approche le procureur qui peut recevoir maintenant instruction du ministre de la Justice d'interpeller telle ou telle personne. Donc, ça peut se faire de façon régulière. Et je pense que ceux qui parlent d'enlèvement, en fait, c'est cet aspect officiel, juridictionnel qu'ils ne voient pas. Et évidemment, si vous n'êtes pas pris sur ordre du procureur, qu'on ne vous amène pas devant un juge, on vous amène devant d'autres instances que vous ne connaissez pas, eh bien, les gens peuvent être dans ces craintes. Je pense que c'est tout à fait normal. Et je pense que vraiment, il ne faut pas que le pouvoir et les autorités aient peur de dire aux gens, bon, nous, on soupçonne tel type de telle chose, on dit au procureur de l'arrêter, voici les éléments qu'on a, on présente, il se défend, et puis bon, si vraiment il est avéré qu'il est impliqué dans telle ou telle chose, dans la perturbation de l'État, dans les troubles à l'État, qui subissent les rigueurs de la loi et de la loi pénale. Mais quand on saisit une personne comme ça, sa famille est inquiète. Parce qu'au moins, la famille, si on vous dit que c'est le procureur qui vous êtes en train d'être entendu par le procureur, ça rassure déjà. Parce que si vous êtes fautif, vous allez être condamné publiquement devant tout le monde. Mais si on va voir le procureur ou le commissariat et puis on dit que vous n'êtes pas là-bas, ça commence à inquiéter la famille et toutes les sortes de mots peuvent sortir. Je pense ce serait bien d'officialiser ce type de procédure. D'accord. Retrait des États de l'AES, de la CEDEAO, situation au Sénégal. On est dans le fond du sujet, juge Bernard Boukma. Oui, retrait des États de l'AES, situation au Sénégal, effectivement, tout est lié. Mais j'ai fait en même temps une transition. Le Mali, vous avez assisté au Mali pour la nouvelle constitution qui interdit formellement les coups d'État, qui les criminalisent, mais on voit le Mali avec le Niger, ils s'entendent bien alors qu'il y a eu un coup d'État. Vous qui les avez aidés, qu'en pensez-vous? Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous maintenant dans les États de l'AES. Oui, en fait, ici, on est dans le niveau politique. Okay. On est dans le niveau politique. Et ce que vous dites, je pense que aussi bien au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger, le coup d'État est interdit. Bon, ça, c'est clair. On peut trouver les dispositions constitutionnelles sont là. Oui, oui. Maintenant, le rapprochement d'un État à un autre dépend d'acquaintance politique. Et je pense que c'est à ce niveau que, comme les dynamiques qui ont été engagées au Mali croisent les dynamiques engagées au Burkina Faso et qui viennent croiser les dynamiques engagées au Niger, ça a créé une sorte d'association politique dans la vision. Et je pense que c'est cette association politique dans la vision qui est aujourd'hui le moteur de l'AES. Les chefs d'État se sentent en proximité idéale, en proximité statutaire, en proximité circonstancielle pour pouvoir travailler et mener un certain nombre de questions ensemble. D'accord, mais pour le Sénégal, les députés ont tranché. Il faut reporter les élections parce que quand Macky Sall a pris sur lui l'initiative de dire que c'est reporté une date ultérieure, on peut se poser la question maintenant d'un vide probable après normalement les délais constitutionnels de son mandat. Bon, les députés ont tranché la prolongation. Bon, j'allais dire que ma question est sans objet, mais il y en a effectivement qui continuent de se poser cette même question. Au terme de ces délais constitutionnels, qu'est-ce qui devait se passer? Ici, vraiment, vous savez que j'ai plusieurs casquettes, mais ici, vraiment, je porte la casquette du juriste et du juriste de haut niveau. Et donc, ce que je vais dire par rapport à cette question, et même par rapport aux autres questions qu'on va aborder, ce sont des clarifications juridiques. C'est vraiment d'expliquer les choses pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre le cadre dans lequel ça se passe et quelles devraient être les règles. Et le Sénégal est membre pour l'instant de la CEDEAO. Et il y a un protocole de la CEDEAO qui gère les questions électorales, en tout cas qui s'intéresse aux questions électorales. C'est d'ailleurs le protocole de Dakar de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc,
Et les questions de délais électoraux dans un pays membre de la CEDEAO dépendent non seulement du droit interne de ce pays, donc en l'occurrence son droit constitutionnel et son droit électoral, mais aussi du droit international, c'est-à-dire le droit communautaire CEDEAO. Au Sénégal, l'article 27 de la Constitution prévoit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et l'article 31 prévoit un délai d'organisation des élections. Donc on était en fait dans ce délai. Et les députés, à l'approche du délai, c'est quasiment la veille, ont initié cette loi de report. En fait, disons-le, c'est une révision de la Constitution. Une loi de révision de la Constitution consistant en fait à reporter les élections qui devaient se tenir le 25 février jusqu'au 15 décembre. Simplement, cette loi dont je ne veux même pas discuter de la validité interne, parce qu'elle respecte un peu les procédures, l'initiative, le vote et puis la promulgation. Au niveau de la validité interne, ça ne pose pas de problème. Maintenant, ça pose un problème au niveau de la validité internationale. Parce que l'article 2 du protocole de la CEDEAO, protocole de Dakar, prévoit qu'il n'est pas possible de modifier la loi électorale, c'est-à-dire les dispositions concernant l'organisation des élections à moins de 6 mois avant les élections, sans, je cite, le consentement d'une large majorité de la classe politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Au Sénégal, on est carrément et clairement dans ce délai. C'est moins de 6 mois avant les élections. Donc on ne peut pas modifier librement les délais. Et pour modifier les délais, qu'est-ce qu'il faut? La seule condition, c'est de s'assurer d'avoir le consentement d'une large majorité de la classe politique. Et manifestement, on n'a pas recherché ce consentement et manifestement, on ne l'a pas. Ce qui rend le report illégal, non pas du point de vue des procédures internes, mais du point de vue du droit communautaire. Et pour rechercher, on peut bien voir que Macky Sall, après son discours, a appelé à un dialogue. Et je pense que ses conseillers lui ont inspiré d'aller rechercher ce consensus national. Mais en fait, pour le rechercher, le consensus doit précéder la modification. Donc il fallait convoquer le dialogue avant, qu'on discute, et s'il y a consentement de la large majorité de la classe politique, on opérationnalise maintenant au plan interne. Là, on aura respecté et le droit communautaire, donc international CEDEAO, et le droit constitutionnel et électoral sénégalais, et il n'y aurait pas eu de problème. Sinon, pour le principe, le report est possible, mais il y a des conditions que le Sénégal n'a pas respectées. Donc, du point de vue juridique, même j'ai de très hauts niveaux d'amitié au Sénégal, dans le régime actuel, mais je suis obligé de dire la vérité juridique et que les gens puissent comprendre, en fait, l'opération n'est pas juridiquement légale. Est-ce que la CEDEAO, en la matière, dispose de leviers de sanctions, voilà, comme pour le coup d'État issu par les armes? Là, vous mettez le doigt sur un gros problème de la CEDEAO et du droit de la CEDEAO. En réalité, quand on accuse la CEDEAO aujourd'hui de ne pas agir dans le contexte du Sénégal, la CEDEAO n'a pas en ce moment d'autres moyens d'action que le politique. Et le politique n'est pas efficace dans ce type de situation. Sinon, dans le droit CEDEAO, on a interdit le changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et on peut trouver la définition des actes constitutifs des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie. On a le coup d'État, l'invitation de mercenaires, la rébellion, etc. La modification des dispositions constitutionnelles à moins de 6 mois avant les élections et le refus de céder le pouvoir à la fin de son mandat. Donc, vous voyez, par exemple, pour le refus de céder son pouvoir à la fin de son mandat, on n'y est pas encore. Donc, la CEDEAO ne peut pas activer cette disposition parce qu'il faut qu'on l'active seulement à partir du 2 avril pour mettre Macky Sall au dos de cette disposition pour dire qu'il est en train de violer. Mais ce n'est pas encore le cas. Et modification des dispositions électorales à moins de 6 mois avant les élections sans le consentement. Donc, il faut qu'on puisse avancer un peu pour voir qu'en fait, il n'y a pas de consentement d'une large majorité de la classe politique. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas d'outils d'action au Sénégal avant un certain temps. C'est pourquoi dans un article que j'avais intitulé « Le crime international des changements anticonstitutionnels de gouvernement », c'est un article de droit international, j'avais dit que dans la définition du changement anticonstitutionnel de gouvernement, il y a un chaînon manquant. Il y a un chaînon manquant, c'est le chaînon d'incriminer la mauvaise gouvernance. Et ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un chef d'État qui est élu,
Et normalement, le droit le protège jusqu'à la fin, quel que soit ce qu'il est en train de faire pendant son mandat. Alors que ce n'est pas correct. Il peut avoir une gouvernance qui entraîne des troubles, une gouvernance qui viole les libertés, des droits, qui fait régresser son pays. Normalement, on devrait introduire ça. Vous voyez, s'il y avait une disposition de ce type, elle aurait dû être le levier et la base juridique actuelle d'une action immédiate de la CEDEAO dans le cas du Sénégal. Mais ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, la CEDEAO ne peut qu'attendre. Alors, c'est juridique, mais c'est une faiblesse. C'est une faiblesse de la CEDEAO de ne pas pouvoir agir maintenant, mais elle n'agit pas parce qu'elle n'a pas de base juridique, en fait. Et il n'y a pas de base juridique parce que dans l'inspiration de l'écriture, de la définition des changements anticonstitutionnels de gouvernement, on n'a pas mis cette dimension des choses. On est obligé, du point de vue CEDEAO, d'attendre qu'il se manifeste clairement qu'il n'y a pas de consensus, en tout cas, il n'y a pas de consentement d'une large majorité, ou qu'on a dépassé le mandat de Macky Sall et qu'il reste toujours au pouvoir. Et c'est une question délicate. Je vais faire le parallèle avec chez nous, sous Roch Kaboré. Vous avez vu qu'on avait modifié le code électoral à 4 mois des élections. Et j'avais fait une conférence de presse pour dire attention, on ne peut pas. On ne peut pas pour le principe, en vertu de cet article 2 du protocole de la CEDEAO, sauf le large consentement de la classe politique. Et on m'avait répondu à l'époque qu'en fait, le consentement est large, parce qu'il y avait une concertation entre l'APMP et le CEFOP, simplement. Donc, alors que l'APMP et le CEFOP regroupés, ça faisait 70 partis politiques, donc la classe politique. Alors que la classe politique elle-même comportait 170 partis politiques. Il y avait 100 partis politiques dehors. Mais c'est ça qui nous a permis en fait de valider la modification du code électoral à l'époque et de valider l'élection présidentielle de Roch Kaboré en 2020. Vous voyez que la question maintenant du large consentement de la classe politique, c'est une question flottante. C'est la CEDEAO qui peut décider que là, je constate qu'il n'y a pas de large consentement et donc je peux agir. D'accord. Le juge Ofava. Oui, vous dites que la CEDEAO là est un peu, on dirait presque piégée, parce qu'elle est obligée d'attendre. Mais moi, il y a le point qui, pour moi aussi, c'est délicat en termes d'interprétation. Est-ce que le large consentement, il est préalable à la décision de changement? C'est-à-dire le changement est le fruit du large consentement, ou bien on prend la décision et puis on constate après que c'est partagé. Je pense que c'est pas... Quand on lit l'esprit du texte, ça ne devrait pas être ça. C'est-à-dire que la décision du changement vient d'une dynamique d'abord de consultation. C'est ça. On est dans un cas sénégalais où le préalable n'est pas cela. Il y a une décision d'abord qui est venue. Donc la CEDEAO devrait être à l'aise pour déjà tirer les leçons. Moi, c'est aussi mon point de vue. Parce que j'ai déjà expliqué ici que le président Macky Sall aurait dû convoquer un dialogue avant qu'on puisse procéder à la modification. Et c'est seulement si, à l'issue du dialogue, on était parvenu à ce large consentement qu'on allait procéder aux modifications. Et si à l'issue du dialogue, on n'était pas parvenu à ce large consentement de la classe politique, on n'allait pas pouvoir faire les modifications. Mais j'ai suivi un très grand ami qui est très proche de Macky Sall qui expliquait qu'en réalité, la modification n'a pas été impulsée par Macky Sall, ce sont des députés, mais peu importe. Le protocole CEDEAO ne dit pas qui doit être l'initiateur de la révision, c'est la modification et le délai. Est-ce qu'il y a une modification ou non de la loi électorale? Oui. Est-ce que c'est dans un délai de moins de 6 mois avant les élections? Oui. Alors dans ce cas, il faut forcément ce large consentement. C'est pourquoi ma conclusion est que le report des élections au Sénégal est contraire au droit. Allez-y, toujours. Je posais la question parce que à la fin, on est dans une CEDEAO qui est en train d'être lorgnée par certains et regardée en face par d'autres. Sur cette posture, par rapport à des éléments qui, en interprétation, doivent, dans le fond, peut-être avoir les mêmes sanctions. Quand c'est sur les questions de coup d'État, la posture principielle, ça même, on ne tourne même pas. Quand c'est des présidents qui sont en exercice, qui se permettent certaines choses, on a l'impression que là, on met la façon, on dit bon, il faut faire attention, il faut faire ceci. Et ça, c'est le débat. Peut-être qu'on va en parler. C'est un peu le débat même qui a été soulevé par les 3 pays de l'AES dans leur dynamique de départ, de quitter l'espace. Est-ce que sur le cas sénégalais, la CEDEAO n'est pas sur des braises encore? Oui, je suis sûr que sur le cas sénégalais, il y a une manœuvre à faire, mais je pense que sur le plan du droit, il y a
pour moi, manifestement, violation de l'article 2. Il y a un respect de la procédure nationale de modification. Mais cette procédure nationale doit respecter les conditions internationales fixées, parce qu'au Sénégal, comme ailleurs, le droit international CEDEAO est supérieur au droit national sénégalais. Donc, forcément, on devait avoir cela, ce consentement, avant d'opérer modification, prolongement ou report des élections. Pour moi, vraiment, on ne peut pas trouver une base légale, on ne peut pas justifier du point de vue du droit ce report des élections. Maintenant, du point de vue de la réaction de la CEDEAO, elle peut réagir maintenant, mais moi je comprends que la question est délicate dans ses mains, parce que elle est plutôt arquée sur les choses de refuser de céder le pouvoir à la fin de son mandat. Et elle se dit, le mandat de Macky Sall n'est pas officiellement terminé. Mais ça fait une faiblesse, parce que d'ici que le mandat ne se termine le 2 avril, on peut avoir beaucoup de cadavres au Sénégal, beaucoup de destruction au Sénégal. Donc c'est pourquoi j'ai parlé d'un chaînon manquant dans le droit CEDEAO, notamment en ce qui concerne les éléments définitionnels du changement anticonstitutionnel de gouvernement, qu'il faut ajouter la mauvaise gouvernance en définissant, en donnant des éléments objectifs de mauvaise gouvernance, notamment une gouvernance qui trouble la paix, une gouvernance qui viole les libertés, etc. Et si on a ces éléments, un chef d'État, même en cours de mandat, peut tomber sous le coup de ces dispositions. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut avoir un chef d'État qui fait tout ce qu'il veut sans qu'on ne puisse agir du point de vue de la communauté CEDEAO. Et ça affaiblit la CEDEAO aux yeux des populations. Alors, les États de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, dans différents communiqués, ne se sentent pas liés aux contraintes de délai prévues à l'article 91 du traité de la CEDEAO. Quel est votre avis? Bon, moi je dois d'abord réitérer que du point de vue de l'analyse du droit, à partir du moment où l'article 91 du traité CEDEAO révisé prévoit un retrait, donc les États ont un droit de retrait. Ça, pour le principe, il n'y a aucune difficulté. Et d'ailleurs, il y a eu la Mauritanie qui s'est déjà retirée de la CEDEAO, le Maroc qui s'est déjà retiré de l'Union africaine et l'Indonésie qui s'est déjà retirée même de l'ONU. Donc le retrait peut affecter n'importe quelle organisation internationale dans le monde. En l'occurrence, les États ont exercé un droit de retrait. Et j'ajoute que chez nous, la décision est cohérente. Parce que moi, je disais, si nous sommes dans une organisation et on ne veut pas respecter ses obligations, il vaut mieux quitter. C'est plus cohérent. Mais si on y est, on reste, et on ne veut pas respecter les obligations, ça fait incohérent. Donc, du point de vue politique, la décision est cohérente. Mais alors, le retrait qui est organisé par le traité CEDEAO pose des conditions. Et parmi ces conditions, il y a que le retrait qui est annoncé ne prend effet que dans un délai d'1 an. Alors, les communiqués conjoints postulent que le retrait est immédiat. Mais ces communiqués ont quand même respecté une des dispositions du retrait, c'est-à-dire la notification. Parce que le communiqué était à la télé sans que la CEDEAO n'en soit officiellement saisie. Et c'est après ces communiqués que la CEDEAO a fait un communiqué pour dire qu'elle n'est pas officiellement saisie et elle attend que d'après l'article 91, que les États fassent la formalité d'information. Et les États sont rentrés dans cette formalité d'information. Donc on se demande si les États veulent dans la procédure du retrait, respecter les dispositions de la CEDEAO. En tout cas, ils ont commencé à respecter notamment cette disposition qui dit qu'il faut notifier. Parce qu'avec la publication dans les télévisions nationales, évidemment, dans les faits, la CEDEAO était informée. Donc, en envoyant maintenant les communiqués officiels, c'est qu'on a voulu respecter des dispositions. Évidemment, quand on fait cela, la CEDEAO s'attend à ce que l'autre condition soit respectée, c'est-à-dire qu'on reste lié jusqu'à dans un délai d'1 an. Mais vous voyez très bien que ça, c'est juridique. Mais quand on rentre dans les rapports institutionnels et dans les rapports humains, c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un dont on sait qu'en fait, on ne va plus vivre ensemble d'ici un certain temps et on va être en train d'assumer des obligations. Imaginez aujourd'hui si le Burkina Faso doit assumer des obligations financières. On va aller payer notre cotisation annuelle à la CEDEAO en sachant très bien que demain, on n'est plus là-bas. Donc on n'a en fait aucun intérêt à aller verser de l'argent à la CEDEAO. Pourtant, c'est ce que le droit dit. Donc, il y a ici un hiatus entre les dispositions juridiques et les dispositions d'esprit, les dispositions mentales. Voilà. Ce que le droit dit de faire, en fait, l'esprit humain ne peut pas concevoir ça, surtout chez nous. Voilà.
Oui, les Maliens, dans leur notification, ont clairement dit que sur la décision que les chefs d'État du gouvernement de la CEDEAO ont pris le 9 janvier 2022, qui ont imposé des sanctions au Mali contraires aux dispositions communautaires pertinentes, notamment au traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993 et au protocole additionnel. Bon, et puis ils ont cité, comme c'est très long, je ne pourrais pas tout traîner, ils ont fait tout ce rappel-là pour même rappeler que même le droit d'accès à la mer qui fait l'objet de traités, de conventions, la CEDEAO a violé ces dispositions donc en sanctionnant le Mali. Et donc ils disent par conséquent le gouvernement de la République du Mali n'est plus lié aux contraintes des délais mentionnés à l'article 91 du traité révisé et évoqué par la Commission. Donc c'est-à-dire, comme vous avez également, vous n'avez pas respecté les textes, moi aussi je ne suis plus lié aux contraintes des textes. C'est en résumé ce que ça dit. D'un point de vue juridique, on peut analyser les choses, dire bon, comme toi tu n'as pas respecté, moi aussi je ne respecte pas. Bon, ici, je suis patriote, je suis burkinabé. Mon côté peut être de défendre les intérêts du Burkina Faso, mais du point de vue du droit, je suis obligé de dire la vérité. Et puis on va trouver les aménagements. La vérité juridique aujourd'hui, c'est que vraiment on ne peut pas dire que les sanctions que la CEDEAO impose aux États n'ont pas de base légale. Vraiment, il faut qu'on accepte ça parce que je suis internationaliste et constitutionnaliste. Je connais le cadre juridique de la CEDEAO. Et ces sanctions ont une base légale. Ces sanctions étaient prévues dans les textes de la CEDEAO. Ces sanctions ont une base légale. Et il y a d'abord le protocole, comment il s'appelle, le traité de la CEDEAO, qui est la base même des sanctions. L'article 77 de ce traité prévoit que la CEDEAO, lorsqu'un État ne respecte pas ses obligations contenues dans les textes CEDEAO, peut imposer des sanctions. Point. À la ligne. Ces sanctions peuvent comporter, et on cite. Vous voyez? Donc le principe qu'on peut imposer tout type de sanctions est exprimé, et puis on a donné des exemples de sanctions. Alors, mais donc, ces obligations, quelles sont ces obligations qui doivent être respectées et qui n'ont pas été respectées par ces États? Non, enfin, les obligations, ce sont les devoirs qui sont comportés dans les textes de la CEDEAO, notamment l'interdiction de changement anticonstitutionnel du gouvernement pour ce qui concerne ces États. Il y a d'autres traités de la CEDEAO, libre circulation, il y a plusieurs choses que les États, notamment paiement des droits, etc. Donc il y a plusieurs obligations qui sont codifiées dans les textes CEDEAO. De même, en 2012, la CEDEAO a pris un acte additionnel intitulé Régime des sanctions. L'article 5 de cet acte additionnel dit que on peut imposer des sanctions lorsque l'État ne respecte pas ses obligations. Et puis on a cité aussi des exemples. Et l'acte le plus solide pour moi et qui est le plus ignoré dans ce processus, c'est le protocole du 10 décembre 1999 portant sur le mécanisme de prévention, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité internationale au niveau de la CEDEAO, dont l'article 5 dit que la conférence des chefs d'État et de gouvernement peut prendre toute décision dans le cadre des questions abordées. Et quand on voit les questions abordées, il y a les questions de gouvernance, etc. En fait, si on va trouver une base juridique, on peut trouver la base juridique. Maintenant, l'existence d'une base juridique n'implique pas nécessairement l'application des sanctions. Et d'ailleurs, dans toutes les bases juridiques que j'ai citées, les textes de la CEDEAO disent que la conférence des chefs d'État qui peut imposer ces sanctions peut ne pas les prendre et peut même les suspendre lorsque les effets des sanctions sont néfastes. On a vu dans le cas du Niger, c'était extrêmement compliqué pour la population nigérienne, mais aussi j'étais au Mali, c'était extrêmement compliqué pour la population ordinaire du Mali sous l'effet des sanctions. Donc, base juridique, pour moi ça existe, mais du point de vue de la sociologie des sanctions, on aurait dû réfléchir un peu avant d'imposer ce type de sanctions. Et ce qui fait aujourd'hui la faiblesse de la CEDEAO aux yeux des populations, c'est que les États aussi ont des droits dans le cadre des instruments CEDEAO, notamment les droits d'assistance. Et la CEDEAO n'a pas apporté vraiment l'assistance nécessaire. Moi, je me souviens qu'on a eu quelques tonnes de vivres, mais l'assistance qui était recherchée par les États en crise militaire, sécuritaire, humanitaire, c'était aussi une assistance militaire, sécuritaire, humanitaire. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette assistance. Et du point de vue d'un gouvernant, ça énerve.
quand vous avez des difficultés, vous avez des droits d'être aidé par quelqu'un qui ne vous aide pas, mais vous avez des devoirs de respecter des obligations de cette personne sous peine de sanctions. La personne constate que vous ne respectez pas vos devoirs et vous sanctionne. Vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'application du droit. Donc, ça a mené un peu de surchauffe dans l'esprit et dans le cœur des dirigeants. Donc, on est dans une situation où la CEDEAO est non pas pour moi en crise de légalité, parce qu'il y a vraiment le droit pour faire ce que la CEDEAO est en train de faire, mais elle est en crise de légitimité. Justement, donc ça veut dire que le Sénégal, si je me fonde sur ce que vous dites, c'est pas que je fais une fixation. Sur cette base, la CEDEAO peut également sanctionner le Sénégal, parce que l'idée même de reporter les élections implique le fait de ne pas respecter l'échéance. C'est-à-dire qu'il reporte en même temps à sa durée au pouvoir. Moi, je suis d'accord, parce que dans le cas du Sénégal, quels que soient les liens que j'ai là-bas, je pense vraiment que l'opération n'est pas juridiquement conforme au droit CEDEAO. Et donc, la CEDEAO peut déclencher des sanctions. Mais j'ai vu le dernier communiqué qui disait à la classe politique de se concerter. Donc la CEDEAO, je me suis dit que les juristes de la CEDEAO sont en train d'inspirer, de conseiller, en fait, de chercher à détecter ce large consentement pour dire, ok, on a eu ce large consentement ou on ne l'a pas eu. Et moi, en fait, tous ces débats résultent d'une incompréhension qui est la faute des juristes de la CEDEAO. Parce que quand vous êtes juriste d'une institution de ce type, vous ne pouvez pas laisser faire des communiqués décisionnels sans visa. Parce que dans les communiqués de la CEDEAO, il y a des communiqués décision et il y a des communiqués recommandations. Par exemple, le dernier communiqué sur le Sénégal, c'est un communiqué recommandation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à l'intérieur. On invite, on fait ceci, il n'y a pas de problème. Mais le communiqué, on fait un communiqué pour dire, vous êtes obligé de faire ceci, on ferme les frontières, ça c'est des communiqués décision. Et quand on prend une décision en droit, on motive. On fait les visas. On aurait dit, vu l'article 77 du traité révisé, vu les articles 5 et 6 de l'acte additionnel, on n'a pas de visa. Et ces visas renseignent celui qui est destinataire de la décision sur la trame de légalité de la décision. Et ça manque. Donc, les juristes recherchent, tous les juristes, pour dire ce que je suis en train de dire, il faut être quasiment à ma place. C'est-à-dire, 1, juriste d'abord, 2, spécialiste du droit constitutionnel, 3, spécialiste du droit international, et 4, peut-être spécialiste du droit communautaire. Les gens n'ont pas ça. On n'a pas tout le monde n'a pas fait ce type de spécialisation. Les gens ont préféré faire aussi autre chose, ce qui est tout à fait normal. Mais vous parlez à tout un public qui est varié, parmi lesquels il n'y a même pas de juristes. Il peut y avoir des gens qui ne sont même pas juristes. Il y a des chefs d'État qui ne sont pas juristes. Donc quand ils prennent des sanctions contre lui, et je dis où est la base légale. Lui, il voit que c'est anormal et vous ne lui expliquez pas que c'est normal. Donc pour lui, c'est anormal. Et ça, c'est l'erreur des juristes de la CEDEAO. Et moi, j'appelle au niveau CEDEAO institutionnel à corriger cette pratique. Quand on fait des communiqués recommandationnels, il n'y a pas de problème. On recommande que les gens se concertent. On recommande de ne pas faire de la violence. Il n'y a pas de problème. Mais quand on fait des communiqués décision, il faut motiver en montrant, dans les visas, en montrant quelles sont les bases légales qu'on a visées pour prendre cette telle ou telle décision. Ça tairait beaucoup de débats en ce moment. 5 minutes de temps d'antenne. Réaction, juge Favara. Oui, c'est vrai qu'il y a le caractère pluridimensionnel de l'invité qu'on a, mais je ne m'adresse pas forcément au juriste, l'homme politique et puis le citoyen. La décision de retrait, beaucoup ont reproché le fait qu'il n'y ait pas eu la large, ils n'ont pas senti un vrai débat avant. C'est quelque chose que vous partagez, mais pour vous, c'est quand même aussi un principe qui peut revenir à un chef d'État. Bon, d'abord, j'ai dit que pour le principe du retrait est posé. Un État est souverain, il peut activer le retrait, on a le droit. J'ai dit aussi que sur le plan politique, c'est cohérent. Parce que moi, j'avais dit il y a plusieurs mois ici, qu'en fait, le délai qu'on a mis dans le mémorandum d'accord avec la CEDEAO pour faire les élections de transition, on ne peut pas respecter ce délai. À partir d'un certain moment, j'étais le premier à constater que ce délai-là, on ne peut pas le respecter. Et si on ne peut pas le respecter, soit on va renégocier le délai, soit on dénonce l'accord. Et donc, pour moi, c'est politiquement cohérent. Maintenant, comment est-ce qu'un chef d'État pilote un processus de ce type? C'est une question de tempérament, de gouvernance. On peut en parler, non, je vais approfondir. On peut en parler, on peut en convenir, on peut ne pas en convenir. J'aurais aimé qu'il
il y a un message, parce que quand même c'est une décision forte, hein, une décision très importante pour la population de Burkina Faso. Et c'est une forte décision. J'aurais aimé qu'il y ait un message, à part le communiqué, qu'il y ait un message du chef de l'État pour revenir sur les raisons et la décision. Donc le peuple allait être largement informé de façon très officielle. Et de la part de celui-même qui prend la décision, parce que ça c'est une décision à prendre par le chef de l'État en vertu de l'article 148 de notre Constitution qui dit que c'est lui qui négocie, ratifie, etc. les traités internationaux. Et si j'avais, par exemple, il y a un espace de parole dans ce processus, j'aurais recommandé qu'on suspende nous-mêmes. On suspende notre participation à la CEDEAO. Vous voyez, aujourd'hui, nous on est suspendu de la CEDEAO par la CEDEAO. Et cette suspension par la CEDEAO est une sanction. Et la suspension a des implications en termes de sanctions. Vous perdez les droits, mais vous continuez à respecter les obligations. C'est ça notre statut. Enfin, c'était ça notre statut. Suspension, sanction. Mais si nous-mêmes, Burkina Faso, on dit, bon, cette affaire CEDEAO, on ne voit pas très clair. Bon, franchement, on ne comprend pas comment les gens ils appliquent le droit. Nous-mêmes, on prend la décision là, de suspendre tout le droit CEDEAO, notre participation à la CEDEAO. Et ça, cette suspension suspend tout, et les droits et les obligations. C'est-à-dire, c'est comme si on est sorti, mais de façon temporaire. Et c'est nous, on allait être les maîtres du jeu pour dire quand est-ce qu'on réactive le traité. Et en ce moment, pendant le temps de la suspension, on ne jouit ni des droits et on ne respecte, on n'est pas aussi soumis aux obligations. Ça là nous permet en fait de voir est-ce que dans ce temps, on peut jauger l'effet des conséquences positives ou négatives sur la population et d'actionner. Mais ça, c'est un style de gouvernement. C'est-à-dire que c'est une question d'opportunité, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de vision politique. Voilà. Juge Bougma. Oui, il y en a qui disent d'ailleurs qu'il fallait demander l'avis de l'Assemblée nationale, qui est la représentation des peuples. Est-ce que c'était nécessaire? En droit, non. Mais moi, je comprends le chef de l'État. Parce que si vous voulez surprendre, avec toutes ces formalités internes, ne peuvent pas rester cloîtrées dans les frontières du Burkina Faso. Dès que vous êtes en train de faire un débat à la télé, ou bien un débat dans les forces vives de la nation, ou bien même une consultation de l'Assemblée, la CEDEAO est informée à l'instant T. Donc, on sait avant que vous-même vous ayez pris la décision officielle. Mais c'est pourquoi je dis, pour moi, il aurait pu faire le communiqué, mais il a vraiment un message officiel comme message à la nation, que ce qu'il fait 31 ou 11 décembre ou 31 décembre, vraiment quelque chose de solennel pour expliquer, revenir sur les raisons. Et je dis aussi que, comme aujourd'hui on s'interroge, j'ai vu beaucoup d'interventions à les conséquences, d'autres disent que c'est positif, d'autres disent que c'est négatif. En fait, on a le positif et le négatif. Mais on aurait pu voir tout ça comme à la télé, avant d'avoir une décision définitive, on suspendait. Alors, dernière question, la porte est claquée. Pour vous, quelles sont les forces de l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui? Bon, en tout cas, de toute façon, quand sur le plan international des États s'entendent, c'est un avantage. Et les forces, moi je suis juriste, je ne peux pas donner les forces économiques, les forces financières, je ne suis pas compétent dans ce domaine. Du point de vue de ma compréhension en tant que citoyen, même pas juriste, bon, il vaut mieux être avec des États, même dans les rapports humains, avec des gens avec lesquels on s'entend le mieux, avec des gens avec lesquels on est prêt à assumer des engagements et à jouir des droits. Et il y a eu cette rupture de confiance, en fait, entre CEDEAO et Burkina Faso, pour ce qui nous concerne. Parce que ce n'est pas l'AES qui est sorti de la CEDEAO, il n'y a pas un communiqué unique AES, parce que l'AES n'est pas membre de la CEDEAO, ce sont les États individuels qui sont membres de la CEDEAO. Donc il y a une rupture de confiance entre le Burkina Faso et la CEDEAO. Maintenant, ce que j'espère, c'est que le délai de 1 an qui est mis dans le traité, en fait, ce n'est pas un délai de dire chacun se prépare, non, c'est un délai pour laisser passer les tempêtes et avoir l'espace de négociation pour rester ensemble. Et j'espère que ces espaces de discussion sont toujours ouverts, nonobstant l'immédiateté du retrait, pour qu'on puisse voir et avoir des relations. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on ait des relations et avec la CEDEAO, si elle continue d'exister, et avec les États de la CEDEAO. Vous ne croyez pas au chef de l'État quand il dit que c'est un chemin de non-retour? Je crois. Mais beaucoup, en fait, la vie est diverse.
la vie est diverse. Beaucoup de paramètres peuvent venir aussi rentrer en ligne de compte, et soit lui, soit après, je ne sais pas, parce qu'il y a des États qui sont sortis. Le Maroc est sorti de l'Union africaine en 1984 et il n'est revenu qu'en 2017. Et je lisais ce matin le communiqué de retrait du Maroc. Il était peut-être plus violent que le communiqué actuel. Mais on a fait quasiment plusieurs décennies, et puis on est revenu quand on a regagné confiance dans le fonctionnement de l'institution, quand un certain nombre de conditions ont été clarifiées. Donc je ne pense pas que c'est éternel, on est éternellement bouclé. Mais quand il dit chemin de non-retour, je comprends qu'il veut dire que la décision est mûrement réfléchie et que de toute façon on assume. D'accord. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette 4e et avant-dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que nous recevions à la barre le professeur Abdoulaye Soma. Il est constitutionnaliste et avec lui, il a été question de la sortie de la CEDEAO par les États de l'Alliance des États du Sahel et aussi de la situation au Sénégal. Merci d'avoir répondu à la convocation, professeur. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci, juge Benna Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Geoffroy Vara, pour les clés de lecture. Merci également à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour la dernière convocation.